Bonjour chers amis du Cercle Aristote, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui une vidéo enregistrée avec un invité, aujourd'hui invité H16. H16, bonjour. Bonjour, bonjour. H16, vous tenez bien entendu à votre anonymat. Donc on a ici la photo, vous voyez à l'image, si vous regardez la vidéo YouTube, bah, c'est bien, vous pouvez l'écouter un peu comme un podcast. Vous avez la photo de votre logo quelque part. Donc cet investisseur avec un masque à gaz, cet homme d'affaires Oui, avec c'est un c'est la masque à gaz. caricature, Ouais. c'est la caricature du libéral investisseur avec un. Il manque plus que le cigare et les billets qui débordent des poches. Exactement, donc il y a ça. Et puis, évidemment, bah, votre pseudo H16, comme ça vous permet en fait, parce que vous écrivez des blogs, vous écrivez vous avez un blog qui s'appelle justement Htable, vous allez pouvoir Oui, en parler. Il y a le lien, évidemment, dans la vidéo YouTube pour aller consulter donc, les billets journaliers ou qui sortent tous les 2 jours hein, à peu près, oui. que vous faites. Et puis, vous avez également bah, des livres. Vous allez pouvoir nous en parler et évidemment ben, les dossiers qui sortent, donc qui sont édités chez APS, Apprendre, Préparer, Survivre, mais que vous faites des dossiers mensuels, donc on peut s'abonner à la publication qui s'appelle Le 10e Homme, vous allez pouvoir nous en parler, et donc ce qui est bien, c'est que ben, vous pouvez traiter de tous les sujets sans pour autant, on va dire, jouer avec votre... vous n'êtes pas là pour vous mettre en avant en termes de personnalité, donc expliquez-nous un peu, voilà, c'est votre parcours et cette envie justement de dire, bon voilà, on va traiter de différents sujets, mais de la façon dont vous le faites. Est-ce que vous pouvez un peu présenter ce Oui, parcours pour les gens du cercle Aristote qui ne vous connaîtraient pas? eh bien, bah, il s'agit essentiellement. J'ai mis en place le blog pour des raisons, non, pour ventiler, c'est-à-dire pour essayer de remettre par écrit ce que j'avais derrière le crâne, pour éviter de pourrir les dîners familiaux avec mes opinions. On fait pas de politique à table. Et donc, j'ai commencé à écrire le blog, c'était en 2005, quelque chose comme ça, on approche des 20 ans du blog. Donc, et ça permet de... Bon, c'est un exercice. Au départ, c'était essentiellement un exercice intellectuel permettant de remettre en forme ce qu'on pense, hein. Et puis, progressivement, c'est devenu une habitude. C'est un petit peu comme, comme on dit, la rhétorique est un sport de combat. Donc, ça nécessite un entraînement régulier. Donc, c'est un peu la même chose. Donc avec des billets qui paraissent le lundi, le mercredi et le vendredi, ça permet aussi d'aborder différents sujets, essentiellement franco-français, mais bon, un petit peu de tout. Et puis progressivement, avec la montée du lectorat, j'ai proposé, enfin du moins un éditeur m'a contacté pour mettre en place des dossiers sur une base mensuelle qui abordent différents types de sujets. Le but de ces dossiers est d'apporter une vision, c'est pour ça qu'on l'appelait le 10e homme, c'est-à-dire dans un groupe de 10 hommes, il y aurait 9 hommes qui auraient globalement une espèce de consensus, et le 10e homme aurait pour mission d'avoir systématiquement le point de vue opposé, l'avocat du diable en quelque sorte. Donc systématiquement, quand on aborde un dossier ou un sujet mensuel, le but c'est d'apporter des éléments qui ne sont pas vus ailleurs, qui titillent intellectuellement, qui prennent à rebrousse-poil. Alors, il ne s'agit pas de choquer pour choquer, hein, il s'agit d'apporter des éléments autres, éventuellement, qui ne sont pas forcément toujours très mainstream, hein, comme on dit. Mais le but, c'est ça, c'est d'apporter des éclairages supplémentaires ou contradictoires à des sujets d'actualité. Donc, dernièrement, par exemple, il y avait des sujets sur Trump ou l'énergie. Trump, c'était plutôt la politique américaine, et notamment sur Trump, il y avait une question, c'est à quoi joue Donald Trump actuellement, quelles sont ses chances d'être réélu ou pas, et surtout étudier la théorie qui est en vogue actuellement dans certains milieux, c'est la théorie de la dévolution, c'est-à-dire que le gouvernement américain ne serait pas euh, factuellement, ce ne serait pas Biden qui serait totalement maître de la situation, mais que derrière, il y aurait une organisation essentiellement militaire qui aurait pris le contrôle. On en Bon, parlera justement de ces sujets, on va en couvrir durant cette voilà. heure Donc, quelques... ça c'est un exemple, hein, c'est un exemple de Ouais. dossier. Il y avait d'autres exemples par exemple, sur l'énergie. Euh, je- l'ensemble des énergies, en quoi, par exemple, le pétrole a un rôle primordial à jouer encore dans notre société, en quoi le nucléaire est sous-utilisé, quelles sont les opportunités en termes de nucléaire,
dans toutes ses formes. Et puis, j'abordais par exemple aussi les, les voitures électriques. Pourquoi c'est pas une si bonne idée? Quels sont les problèmes que ça représente? Sur le réchauffement climatique, il y a pas mal de dossiers qui se recoupent avec différents angles permettant d'évaluer exactement la nature de la crise climatique, si elle existe, etc., etc. Donc voilà, en fait, le but, c'est ça, c'est présenter à chaque fois une espèce de synthèse de savoir du moment sur des sujets, de préférence des synthèses contrariantes, c'est-à-dire présentant des arguments qui sont plutôt à l'envers des arguments qu'on voit partout. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que votre blog, est-ce que vous avez des chiffres à peu près au niveau de la fréquentation? Parce qu'on voit que c'est un blog où il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de circulation pour un blog en guillemets qui n'est pas mainstream. Est-ce que vous Alors, avez des chiffres de fréquentation là-dessus? oui, oui, alors sur le blog lui-même, ça dépend beaucoup des billets. Certains sont à 12 000 à 15 000 lectures. Ce qu'il faut savoir, c'est que pas mal de billets sont repris à droite à gauche. Ils sont repris ils étaient repris pas mal jusqu'à il y a un certain temps sur Contrepoint, sur Atlantico, alors, je crois, Dreuze, sur Économie Matin, il me semble. Il y avait 5 ou 6 sites qui reprenaient, pas de façon systématique, certains des billets en fonction des sujets. Donc ça rajoute encore des centaines ou des milliers de vues suivant les sites. Donc c'est difficile d'évaluer la nature exacte. Mais bon, disons que oui, j'ai un noyau de fidèles lecteurs qui doit se compter en centaines Ouais. de fidèles lecteurs qui commentent beaucoup et qui participent sur le blog, qui en ont fait en fait leur espèce de forum de discussion qui dépasse de loin le sujet du billet en général. Hein. Donc ça parle de tout et de n'importe quoi. Donc il y a des sujets récurrents aussi à l'intérieur des commentaires. C'est assez amusant. Ça fait une communauté qui s'est construite comme ça. Oui, d'ailleurs, ben, le premier sujet que on parlait de blog, vous parlez beaucoup de sujets, bon, on a dit économiques, politiques, sociologiques également, voilà, un Oui, peu tout ce qui vous passe, mais du moment que ça concerne, on va dire, la société au sens large, si je peux me permettre. tout à fait. Un des premiers sujets qui m'intéressait particulièrement, c'est, on est en novembre, les températures baissent et il va de nouveau y avoir cette question de l'énergie. Et vous avez fait un billet très intéressant, là je parle des billets sur le blog, sur le cas Linky, justement, grâce à Ah Linky. oui, Le titre c'est Grâce à Linky, c'est la fin c'est fini l'abondance, c'est un billet du 20 octobre dernier. Et oui. comment vous voyez là les prochains mois entre la montée, la crise au Moyen-Orient avec les prix du pétrole, toujours les mêmes problèmes qui persistent depuis plus d'un an et demi avec les sanctions, la guerre en Ukraine, la Russie, etc. Et le fait que il n'y a pas pu avoir la même présentation du nombre de réserves. Est-ce que c'est vraiment cette année où il va y avoir vraiment plus que Je suis jamais des gros incapable. problèmes d'approvisionnement? Je suis incapable de faire des prédictions comme ça, mais simplement en fait en termes si on regarde le paysage, on a d'un côté des gens qui sont en train de se rendre compte. Hein, la situation est en train d'évoluer de semaine en semaine. Je pense au niveau politique, les gens sont en train de se rendre compte que couper le nucléaire était une mauvaise idée, pour le dire gentiment. C'est une catastrophe. Et donc qu'ils vont se retrouver un peu court. Hein. Ça va être un peu court si jamais l'hiver est plus froid que prévu, s'il est beaucoup plus froid par exemple que l'hiver précédent, la possibilité de coupure ou de délestage partiel est parfaitement possible. Quoi. C'est pas du tout à écarter. Bon, il ne faut pas non plus dramatiser à outrance, mais le fait même que enfin le gouvernement français ait prévenu qu'il y aurait des expérimentations menées, etc., montre bien qu'ils y pensent très sérieusement. Alors savoir si ces délestages seront faits essentiellement pour habituer les Français à gérer leur, leur pénurie, ou s'il s'agit vraiment de délestage absolument nécessaire parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, ça c'est difficile à savoir, mais c'est clair que ça leur trotte dans la tête. Euh, c'est une méthode, bon, il ne faut pas perdre de vue que c'est une méthode de gestion de la population, c'est-à-dire que ils savent que de toute façon, il pourrait y avoir des pénuries. Une des méthodes consiste à taper avant que ça fasse mal. En gros, c'est couper dans certains endroits de telle façon à habituer les gens à ce que ce qui était naturel, typiquement avoir de l'électricité 24 heures sur 24, ne le soit plus.
C'est pas un très bon signe parce que ça montre d'une part une certaine perversion au niveau de l'État, mais c'est pas nouveau, hein, ça fait des années que bon là maintenant c'est visible, les gens se rendent compte qu'il y a une certaine une installation dans le ouais c'est ça l'État qui avant faisait tout pour ne pas voir qu'il mentait et qu'il pipotait, qu'il gaspillait, maintenant ça se voit. Mais bon, Ouais, tout à fait. ils n'ont plus besoin de mentir, mais ils continuent à gaspiller, à faire n'importe quoi, mais bon, ça se voit. Et donc il y a une certaine préparation. Et de l'autre côté, il y a aussi probablement un vrai problème, là, beaucoup plus logistique, qui est qu'effectivement, quand on regarde la consommation, elle n'arrête pas de monter, puisque elle est directement corrélée avec les besoins naturels français. La population française, n'en déplaise à plein de monde, elle continue d'augmenter, même si elle augmente probablement plus aussi vite que précédemment, elle continue à augmenter. Donc ça veut dire qu'il y a plus de gens qui demandent plus d'énergie. Donc cette consommation continue à augmenter, la consommation d'électricité notamment, la consommation des énergies de façon générale. Et de l'autre côté, ils sont en train de couper un certain nombre de sources. Ou de faire en sorte que ces sources soient beaucoup plus chères. Typiquement, le gaz liquéfié, bon, ça coûte extrêmement cher par rapport au gaz qui est en provenance de Russie. Le pétrole, évidemment, le prix du baril explose. Le nucléaire, si on arrête des centrales, ben forcément, ça fait d'autant moins d'énergie disponible, etc., etc. Donc ça, ce sont des choix énergétiques dont on commence à voir maintenant qu'ils ont été calamiteux, que ça fait 20 ans que ça dure, et donc si on veut remettre les choses d'équerre, il faudra 20 ans. Donc ça veut dire que là, on va passer, forcément y avoir un moment donné où, si on regarde en termes le moment entre les décisions politiques et les résultats effectifs, donc par exemple la décision politique de remettre en route des centrales ou de remettre en route des programmes nucléaires en France, ben, ça veut dire que très concrètement, dans le meilleur des cas, il faudra 7 à 10 ans pour commencer à voir les premiers réacteurs sortir. Donc ça veut dire que d'ici à 10 ans, la probabilité d'avoir des coupures, d'avoir des problèmes d'approvisionnement d'électricité en France, elle n'est pas nulle. Donc pourquoi pas cet hiver? Oui, c'est possible. Il suffit que l'hiver soit vraiment rigoureux, qu'on ait plusieurs semaines en dessous de zéro sur l'ensemble du territoire, et là, effectivement, les gens vont commencer à se rendre compte que nous vivons dans un pays qui, comme tous les pays socialistes, se caractérise par des queues devant les magasins, des étals vides et des pénuries. Donc c'est vraiment ces caractéristiques. Oui, parce qu'on rappelle que Voilà. vous avez quand même une vision, en tout cas, vous défendez une vision économique, et en tout cas de la société qui est relativement libérale, on peut le dire, hein, de ce point de vue-là. Je Vous suis êtes. pro-liberté, c'est-à-dire que libéral ne voulant plus rien dire, mais maintenant, en Voilà. fait, libéral ne voulant plus rien dire, je suis pro-liberté. Je pense que les gens doivent être libres de faire ce qu'ils veulent, là où ils veulent, dans les limites raisonnables de la loi, bien sûr. Mais donc, par exemple, euh, les limites qui sont imposées de façon totalement arbitraire et complètement absurde euh, par exemple, en ville, l'interdiction des moteurs diesel, c'est absurde. C'est absurde, on dit c'est pour la pollution, machin. Bon, enfin, tous les chiffres, c'est facile à montrer, tous les chiffres montrent qu'il n'y a pas de pollution en ville, qu'elle est bien, bien moindre que ce qu'il y avait il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, il y a Mhm. 40 ans. Donc, Vous cette êtes- interdiction des diesels, cette interdiction des moteurs thermiques est une absurdité à plusieurs niveaux. Et voilà, c'est vraiment un boulet à la patte. C'est une interdiction, c'est une limitation de liberté qui est scandaleuse. La limitation de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, comme le DSA par exemple européen actuellement, c'est une abomination. C'est une façon de faire taire des gens qui ne pensent pas comme la doxa générale. Donc les médias mainstream disent un truc, si les gens disent l'inverse, ils n'ont plus le droit de citer, ils n'ont plus le droit de venir dans les médias, ils sont plus invités sur les plateaux, mais ils n'ont plus le droit non plus de s'exprimer sur Internet, etc., etc. Là, donc je suis pro-liberté avant tout, hein. Et donc il y a plein d'éléments, évidemment, la liberté ne va pas sans la responsabilité, donc il y a plein de conséquences directes, bon, sans refaire toute une étude politique, mais bon, voilà quoi. Et donc là, ce qu'on voit en France, c'est un grignotage permanent, systématique de toutes nos libertés, absolument toutes nos libertés. Je ne sais pas si enfin, les gens ne réagissent plus, mais avoir un cabanon de jardin, il y a une taxe. Une taxe, c'est une privation de liberté. C'est une privation. Non, mais c'est absurde. Récupérer de l'eau de pluie, c'est taxé. C'est taxé, c'est même dans certains endroits, c'est interdit.
Enfin, c'est devenu absurde. C'est devenu absurde. Il y a des choses, il y a tellement de lois en France que on ne peut plus effectivement rien faire sans que derrière. Et ce qui a été d'ailleurs particulièrement visible en 2020-2021, c'est que les gens étaient obligés de sortir avec un morceau de papier s'auto-autorisant. C'était une auto-humiliation en fait. Les gens étaient en train de s'auto-humilier pour pouvoir se donner le droit de sortir de chez soi. Alors que ni constitutionnellement, ni illégalement, ni même, je veux dire, le bon sens ne permet réellement de mettre ça en place. C'était absurde. Et les gens l'ont fait. C'était une expérience de 1000 grammes à l'échelle d'un pays qui a bien fonctionné. Donc ça montre à quel point les gens sont prêts réellement à abandonner leur liberté pour un peu de sécurité totalement chimérique. Sécurité d'ailleurs que malgré des impôts toujours en hausse, ils sont infoutus, que le gouvernement, l'État est infoutu de nous garantir. Ah non, Enfin, et c'est-à-dire donc qu'il après, quand on vient de dire l'État, la France est sous régime libéral, machin, je dis bien sûr, c'est évident, il y a de plus en plus de libertés d'ailleurs. Les libertés qui existent actuellement, c'est d'aller tuer son voisin à coup de couteau. ça on a le Voilà, droit, c'est ça c'est ça. pas puni, c'est bon. Voilà, exactement. Bon, mais à côté de ça, non, je veux dire, enfin, c'est totalement absurde. J'en viens à lire des nouvelles comme les gens qui sont obligés de squatter leur propre appartement dont ils sont propriétaires parce que le locataire refusait de payer depuis des mois, quoi. Ça, c'était il y a quelques temps à Nice. Bon, c'est tellement caricatural, mais le problème, c'est que c'est un cas réel. On n'est pas dans un journal satirique, là, c'est pas une blague, ça arrive vraiment. Bon, ben voilà, la liberté de simplement avoir de jouir de sa propre propriété n'est plus garantie en France. Donc, Oui, il y avait pas dire mal de après nouvelles que comme ça avec des gens qui ont des problèmes avec des squatteurs notamment, à oui, qui on mais leur donne pas bon, le droit, la police n'intervient pas, c'est voilà. oui, mais ça, c'est fondamental. Bon, alors après, quand on dit que le pays est ultralibéral, bon, ça me fait bien rigoler, quoi. Des pays ultralibéraux comme ça s'appelle Cuba, quoi. Alors après, on me dit toujours, ouais, mais la Corée du Nord, c'est bien pire. On se compare jamais au pire. Oui, effectivement, la Corée du Nord, c'est pire, mais c'est peut-être pas un objectif, quoi. L'objectif C'est n'est pas de faire mieux que le pire. Bien sûr, si on y arrive, encore heureux. D'ailleurs, c'est marrant, vous avez signé un billet qui s'appelait en matière d'internet, la France n'est plus si loin de la Corée du Nord, justement pour appuyer sur Mais cet aspect-là, quoi. oui, exactement, parce que c'est l'argument débile qui consiste à dire oui, mais il y a pire. C'est pas un argument. Je veux dire, c'est exactement comme l'avant-dernier de la classe qui dit Je suis regarde ma avant-dernier, note, c'est bien, oui, hein, je suis pas je suis dernier. avant-dernier, je suis pas le dernier. Donc, mais oui, mais non, enfin, c'est pas un objectif à moyen, court terme, quoi. Je veux dire, c'est absurde. Et à long terme, je veux dire, c'est une évidence que quand on voit le niveau général français, il s'effondre de tous les côtés. La diplomatie française qui était réputée il y a 30 ans n'existe plus. Le niveau de vie des Français, le niveau de vie des Français est en train de s'effondrer progressivement, à tel point que l'INSEE est obligé d'inventer comment c'est le PIB ressenti. Ça, c'est quelque chose qui est sorti il y a même pas 2 semaines. On parle du PIB Alors, qu'est-ce ressenti, que qui c'est est le un PIB calcul. ressenti? Ils ont calculé en fait sur le niveau de vie ressenti et réel comparé avec d'autres pays. Enfin bon, c'est une espèce de calcul moitié foireux. Bon, le but, c'est de montrer que la France aurait le niveau de vie ressenti ou la richesse ressentie la plus élevée. Bon, encore une façon de modifier les critères de telle façon à se présenter encore de façon correcte dans la populace. Bon, c'est absurde. C'est absurde. Le PIB français est en chute libre. La richesse, le salaire médian français, les salaires moyens sont aussi. Alors, ils montent, mais ils montent parce qu'il y a de l'inflation. Mais quand on regarde, il y a actuellement un tiers des Français qui a moins de 100 euros par mois au 10 du mois. Ce qui veut dire Donc, 5 c'est-à-dire euros par que jour pendant 20 jours. c'est ça, un tiers des Français. Ça, c'est une donnée INSEE. Je pourrais retrouver le lien s'il y a besoin. Quand on entend ça, on se dit, bon, de qui se moque-t-on Derrière, on nous parle de PIB ressenti, de richesse ressentie. Un tiers des Français qui ont ce genre de problème-là, parce que là, on parle de. C'est une vraie pauvreté. Enfin, c'est une situation qui est vraiment extrêmement difficile. Ouais. Quand on parle de ça, un tiers des Français dans ce genre de situation, et il y a des gens qui disent ça va de mieux en mieux. Vous foutez de la gueule de qui là Réellement, c'est du foutage de gueule. Et donc, oui, je comprends que derrière, quand on dit que Emmanuel Macron est un libéral, je comprends qu'on crache sur le libéralisme dans ces cas-là. Évidemment, bon, Macron n'est pas libéral, et évidemment, ce n'est pas du libéralisme. Tout ça, c'est une dérive collectiviste caractéristique, c'est-à-dire qu'on fait on produit de plus en plus de pauvres parce que ce sont les pauvres qui garantissent
que le système perdure tel qu'il est actuellement. Évidemment, ça ne pourra pas durer très très longtemps, mais bon, là encore pour quelques temps, je pense. Est-ce que c'est avant tout pour vous aussi une dérive oligarchique? Oui, oui, clairement. Enfin, là, en France, c'est devenu. Les médias ne sont plus tenus que par une poignée. Quand je dis une poignée, oui, c'est vraiment ça, hein. Vous êtes à 4 ou 5 personnes. Les industries, quand on regarde les boards des différentes entreprises qui sont cotées en CAC 40, ils ont tous des jetons de présence les uns dans les autres, donc ils se connaissent tous, ce sont des milieux. Alors, c'est pas absurde en soi, c'est-à-dire que c'est plutôt logique qu'on en arrive à ce genre de situation, mais en France, on est arrivé à un point où il y a une quantité assez invraisemblable de gens qui ont fait, même pas des grandes écoles, mais vraiment spécifiquement l'ENA et quelques grands corps et encore, et qui se passent tous des billes d'une société à une autre. Bon, enfin, il y a des exemples types. Je prendrais Breton, par exemple, qui est un exemple type qu'on retrouve, il a réussi à pourrir plusieurs entreprises françaises qui marchaient bien. Quand je dis pourrir, je crois que le terme n'est pas trop fort. Et pour se retrouver en politique, pour finir commissaire européen. Et maintenant, il est en train de pourrir la vie de 500 millions d'Européens en les empêchant de faire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, essentiellement. Bon, enfin voilà, on retrouve toujours les mêmes personnages, on retrouve toujours les mêmes types de profils, toujours les mêmes types de propositions politiques du reste. Il y a des collusions évidentes entre l'État et les médias, entre l'État et l'industrie en France, un point qui est vraiment inquiétant. Enfin, je veux dire, bon, la façon dont n'ont pas du tout été gérés les scandales Areva et compagnie en dit long, en fait, sur la façon dont l'État est totalement maille à partir avec les industries, surtout quand elles vont pas bien. Donc, il s'agit d'aller prendre l'argent du contribuable pour renflouer à droite, à gauche, etc. Bon, enfin, tout ça, c'est du capitalisme de connivence rendu à un point on est dans la corruption et effectivement l'oligarchie, je sais pas comment on peut dire, mais il y a très peu de gens, très peu de grandes familles en France qui font à peu près la totalité de ce qui se passe, de ce qui s'y passe, quoi, Mhm. dans le pays. Est-ce que vous avez partagé du coup sur cette question de la capitalisme de connivence, est-ce que vous partagez les analyses de Charles Gave par exemple, Oui, assez, oui. Oui, qui, oui. qui est Alors, quand même je pas ne de suis votre, pas d'accord avec tout ce qu'il qui est dit. quand même pas de la même génération, donc ouais, il y a quand même des désaccords, mais Oui, 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 il y a des désaccords certains, mais là où il a raison, c'est qu'effectivement, bon, il a raison quand il dit que Macron est beaucoup moins brillant que ce que les gens croient, ça c'est une évidence. Mais pour le reste, je pense qu'il a raison en termes de l'analyse économique générale de la France, il n'a pas tort. Enfin, on est littéralement ruiné. On a été ruiné par des décisions politiques qui se sont enchaînées, qui ont toutes systématiquement conduit à- à placer. En fait, c'est vraiment. Bon, d'abord, c'est du côté de capitalisme et connivence, et puis après, c'est des choix essentiellement électoralistes, euh, catastrophiques. et Bon, un des chiffres oui. marquants, je peux vous faire réagir là-dessus, justement, parler de la France ruinée. Euh, un des chiffres marquants, c'est notamment le bilan de bilan du commerce extérieur, où là, on atteint des plus bas qui n'ont jamais été atteints et jamais été vus, avec Oui, oui. plusieurs centaines de millions de déficits commerciaux chaque année, quoi. Oui, mais ça, Gave a raison de ce point de vue-là. On a littéralement vendu les industries françaises, on a tout délocalisé, alors qu'il y a des choses qu'on savait faire. Bon, il n'y a plus rien sur place. On se retrouve d'ailleurs avec des pénuries qui nous pardonnaient. On était, par exemple, dans les années 80, on était le premier producteur mondial de poulet. On n'est Mhm. même plus qu'à la 13e place. C'est-à-dire qu'en fait, on avait de quoi nourrir le monde en poulet dans les années 80, et par des suites, essentiellement, c'est des problèmes législatifs, des problèmes sanitaires, des orientations, la PAC, hein, ça aboutit on a perdu complètement, je ne dirais pas notre savoir-faire, mais notre position prédominante. Enfin, quand on voit l'état, par exemple, de l'industrie spatiale, Oui. Airbus savait tenir son rang. Je pense qu'il s'en sort encore pas trop mal, mais Ariane Espace est complètement à la ramasse. Et c'est pas faute d'avoir travaillé, parce que Ariane Espace était un réel fleuron il y a de ça 20 ans. Il y a 10 ans, on sentait que ça commençait à s'enfoncer dans ses propres convictions et surtout dans son succès, et à se reposer sur ses lauriers. Et puis l'arrivée de SpaceX a certes été effectivement une révolution, mais nous avons en Europe et en France les cerveaux capables de faire la même chose.
nous n'avons plus les capacités techniques, technologiques à le faire parce que nous sommes engoncés dans des problèmes bureaucratiques essentiellement, des problèmes législatifs, des problèmes politiques. Il n'y a plus de vision de moyen de long terme. Il n'y a plus de vision de long terme pour plein de choses. Bon, l'énergie, c'était le plus visible. Hein. La fermeture des centrales de Fessenheim, par exemple, c'est un exemple typique, mais la fermeture de Spa, tout ce qui a été Super Phoenix, Ouais. nous étions leaders dans les quatrièmes générations et dans la surgénération. On a tout perdu. On a tout perdu parce que les gens qui y travaillaient, maintenant, ils sont tous en retraite. Et qu'il n'y a plus de formation à proprement parler. Et ça, ce sont des choix politiques qui ont été menés pour des raisons purement électoralistes. C'est du bricolage, c'est des jeux d'influence. Là, en l'occurrence, c'est clairement l'Allemagne qui a infiltré les bons lobbies, les bons cabinets, et qui nous a... Et qui a flingué le nucléaire français, quoi. Oui, voilà, ça maintenant c'est reconnu, il a fallu 20 ans pour que les gens s'en rendent compte, c'est reconnu, mais bon voilà, c'est 20 ans de perdu. Pour le spatial, je suis prêt à parier que au-delà des problèmes bureaucratiques typiques des grosses administrations, la NASA souffre du même problème aux États-Unis, mais le ESA, CESA, eh bien, au-delà de ces aspects-là, je pense que nous nous sommes fusillés en faisant fuir nos cerveaux. La France, c'est ça, on produit des cerveaux. Je veux dire, il faut regarder les derniers prix Nobel. Tous les derniers prix Nobel de physique, de chimie, de médecine français, ils sont tous en dehors de France. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Et ça, c'est pas parce que les Français sont débiles, c'est pas parce que les Français sont nuls. Au contraire, ils ont plein de choses à faire valoir. Et c'est même pas parce que la formation est mauvaise, parce qu'en l'occurrence, on a des très bonnes formations en France. C'est simplement parce que politiquement, on a absolument tout fait pour flinguer les entreprises, pour flinguer les startups, pour flinguer l'esprit d'entreprise, pour flinguer le capital. Ce sont des choix politiques qui, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on répète qu'il faut taxer les riches. Ben voilà, vous taxez les riches. Il ne reste plus que quelques oligarques qui ont bien compris comment manipuler les gens pour ne pas se faire taxer. Donc on se retrouve avec 5, 10 familles très puissantes. Et tous les autres, tous ceux qui potentiellement auraient pu faire des fameuses licornes, ils sont tous partis. Et donc on se retrouve avec des gens qui ont inventé CRISPR-Cas9 qui travaillent en Allemagne. Je veux dire, Emmanuelle Charpentier, qui avait pris Nobel pour ça, elle aurait pu être en France, travailler en France. Elle a expliqué elle-même qu'elle était partie parce qu'elle n'avait pas les moyens de rester en France. Le dernier prix Nobel de physique, je crois, c'est physique ou chimie, qui s'est retrouvé aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le CNRS lui imposait de prendre sa retraite. Enfin, c'est que des choses comme ça, quoi. La France, elle est arc-boutée sur des principes qui sont délétères. Et le fait que les gens tapent sans arrêt sur le libéralisme sans comprendre ce que c'est, ça participe au délitement, parce qu'à force de réclamer que l'État s'occupe tout le temps de tout le monde, eh bien, c'est exactement ce qu'on obtient. Et donc à la fin, on sait ce que ça donne. Hein. Les États qui s'occupent de tout le temps, c'est le communisme, c'est le collectivisme. Eh bien, l'URSS n'était pas réputé pour avoir un PIB par habitant particulièrement élevé. Hein. Non, et puis surtout, c'est en plus derrière l'État, c'est qu'en plus, la plupart du temps, c'est plus l'État, c'est l'Union Européenne. Alors, il y a aussi ce problème-là, c'est-à-dire que l'Union 85% européenne... des lois qui sont actives aujourd'hui sont des lois qui sont d'abord votées à la Commission. Oui, tout à fait. Oui. Enfin, c'est voté au Parlement, mais c'est proposé par la Commission. Mais oui, tout à fait. Ça, c'est pareil, c'était une dérive qui n'était pas très compliquée à avoir. L'Union européenne, tant qu'il s'agissait de abaisser les frontières, je pense les frontières commerciales, faire en sorte d'avoir un espace unique pour avoir des gens qui puissent travailler de façon simple, simplifiée, légalement simple, par exemple, faire en sorte que les Français puissent vendre des boulons aux Allemands ou que les Allemands puissent acheter des saucissons français. Donc voilà, ça c'était pratique, c'était du commerce, et ça marche bien. Abaisser les barrières douanières, par exemple, c'est une très bonne chose. Et tant qu'ils faisaient ça a bien marché, jusqu'à la fin des années 90, en gros. À partir du milieu des années 90, ils ont commencé à vouloir faire une Europe politique. C'est tout ce qui est traité de Maastricht, puisqu'il est venu après le traité de Lisbonne. Et à partir du moment où ils ont commencé à faire une Europe politique, le but, c'était quoi? C'était de mettre en place un gouvernement unique, hein, ça n'a pas changé. À partir du moment où ils ont voulu faire une Europe politique, eh bien, c'est devenu cette espèce de monstre bureaucratique qu'on voit actuellement, qui effectivement non seulement va autoriser les gens à vendre du saucisson en Allemagne, mais aussi va calibrer les noisettes qui vont dedans. Quoi. Enfin, on en est vraiment à ça. C'est-à-dire que calculer le calibre des cornichons, c'est une occupation effectivement d'une partie de l'Union européenne qui a autre chose à foutre. Et donc c'est vraiment ça.
c'est devenu un outil politique. Bon, l'exemple de l'achat des vaccins, c'est typique. On Les va voitures pousser électriques. les voitures électriques, c'est un autre agenda. L'agenda 2030, de façon générale, on est dans la folie bureaucratique. Et comme il s'agit d'un gros machin qui a une inertie très élevée, il est très difficile de l'arrêter. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est lancé en droite ligne vers la catastrophe. Donc c'est impossible d'arrêter le fait que... J'entends par exemple, on ne peut pas sortir du marché de l'électricité européen, patati patata. Bien sûr que si, bien Les sûr que si. Espagnols et les Je veux dire, Portugais l'ont fait, hein. alors les Espagnols et les Portugais ont demandé une dérogation, ils l'ont obtenue. Mais même, je parle s'il fallait sortir complètement, si la France disait, écoutez, ça suffit cette histoire, on brise l'accord, terminé, je vous garantis que personne ne moufterait. Et la raison elle est simple, c'est que la France, en fait, c'est le premier producteur d'électricité en Europe. Si c'était la France qui disait on arrête, sinon c'est pas compliqué, on coupe l'électricité à l'étranger et on ne garde l'électricité que pour nous, et démerdez-vous, il n'y aurait pas un pour moufter, parce qu'en l'occurrence, on est en position de force. Bon, c'est pas ce qu'ils font, parce que la diplomatie française, comme je l'ai dit, est complètement à la ramasse, donc ça négocie à droite à gauche, et puis finalement, on se fait marcher sur les pieds. Mais c'est exactement, ça, c'est tout à fait possible. L'Europe est une construction de papier. C'est un monstre au pied d'argile, c'est-à-dire que Ouais. ça reste quand même, normalement, et c'est inscrit d'ailleurs dans les traités, les États sont quand même très très libres de leur politique, par exemple, de leur politique énergétique ou de leur politique migratoire. Leur politique migratoire, c'est typique. Quand il s'agissait de fermer les frontières ou de montrer une volonté de fermer les frontières pendant les confinements, il n'y a eu aucun problème. Maintenant qu'il s'agit de faire la même chose ou qu'il y aurait des volontés de le faire pour l'immigration, là, c'est plus personne. Ah, c'est pas possible, c'est Schengen. Bon, arrêtez de faire Enfin, c'est absurde. C'est absurde. Oui, et puis Encore une surtout fois, que il y a... l'Europe n'a pas d'armée, n'a pas de moyens de pression particuliers. Enfin voilà, au niveau de rapport de force, quoi. Oui, voilà, c'est ça. En plus, on est contributeur. Enfin, oui, c'est un contributeur C'est un net. tigre de papier, quoi. Donc, c'est un tigre de papier, tout à fait. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un tigre qui est très pratique parce qu'en fait, justement, les dirigeants français ont cette manie de toujours rejeter sur Bruxelles dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'il faut savoir qu'en plus de ça, en France, il y a une maladie qui s'appelle gold plating, qui consiste à prendre toutes les fameuses lois qui sont votées et à faire en sorte qu'elles soient appliquées en France à maxima. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que s'il y a des libertés d'adaptation aux lois locales, on choisira ce qui est le plus vexatoire. Donc, si les normes disent ce sera tant, eh bien, on fera deux fois la norme, parce qu'on a décidé que on serait super mieux, super plus que la France, ce sera Super l'Europe plus bureaucrate. plus. Voilà, on sera l'Europe plus plus. Donc, on va pouvoir présenter mieux. Donc, par exemple, les normes de pollution, on a tendance à vouloir avoir des normes de pollution qui sont plus strictes que les normes européennes, qui sont elles-mêmes déjà strictes. Ce qui fait que des normes politiques, politiques atmosphériques, par exemple, européennes, qui sont relativement pénibles à mettre en place ou à obtenir dans les villes, par exemple, on va faire en sorte en France d'avoir des normes qui sont encore plus pénibles et qui passent de pénibles à carrément délétères, voire dangereuses, parce qu'en fait, en l'occurrence, ça finit par supprimer la possibilité de faire un certain nombre de choses. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est un exemple. Et donc, voilà, l'Europe, le tigre de papier, bien pratique. Mais en réalité, on pourrait faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de frein spécifique, par exemple, à ce que la France choisisse à quel prix elle veut vendre son électricité, choisisse de relancer le nucléaire. Je veux dire, ça emmerderait qui? Ça emmerderait les Verts allemands, essentiellement. Voilà. Et les Verts français, c'est quelques pourcents. Ils sont extrêmement vocaux dans les quelques médias qui existent, qui sont encore vaguement lus, qui sont tous extrêmement à gauche, on va dire. On va pas dire carrément gauchistes, voire dangereux. Mais ils sont très vocaux. Mais sinon, en pratique, dans la population, les gens se rendent bien compte qu'il y a un moment donné, il faut arrêter les délires. Les gens qui vivent dans les villes moyennes, dans les provinces, qui vivent en campagne, ils ont un moteur thermique dans leur voiture, ils sont bien contents de l'avoir parce que le moteur électrique, c'est juste pas viable. Quand on a une voiture qui a 40 km d'autonomie en électrique et qu'on a tous les jours 70 km à faire, c'est juste pas réaliste. On ne peut pas passer son temps à recharger sa voiture. Donc on est obligé d'avoir un moteur thermique. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut que les gens comprennent que non, l'Europe est devenue est à la fois un tigre de papier et à la fois devenue une espèce d'excuse facile pour faire passer tout un tas de trucs, une espèce de délire germano-pratin. C'est typiquement bobo parisien. Enfin, bon,
Ouais. C'est absurde. Donc là, on a bien vu bien analysé ensemble les problèmes de la France. Également, on va parler un tout petit peu d'international pour cette deuxième partie d'entretien, puisque il y avait un sujet, vous l'aviez déjà un peu esquissé en début, en introduction de cette interview. Mais il y a un sujet qui vous a passionné ces derniers temps et vous aviez sorti un dossier dessus, c'est justement l'Amérique de Trump, justement avec ce qui se passe depuis 2016 et surtout depuis 2020. C'est un sujet qui vous a pas mal intéressé, vous avez fait pas mal de recherches dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce que vous en ressortez Alors, actuellement de cette situation à la fois de mise en examen, de changement de juge, de conflit à l'intérieur même de l'État, de la structure oligarchique américaine et étatique également, enfin fédérale quoi. Qu'est-ce que vous pouvez un peu nous en dire? Parce que c'est un sujet qui vous a pas mal occupé. ben, en fait, je suis l'actualité américaine depuis. Bon, je l'ai toujours suivi hein, à titre personnel. Et puis bon, ce qui a été intéressant, c'est le passage en 2016 donc, de Trump qui n'était pas prévu et qui avait été en fait vu par un certain nombre de personnes et qui bon, il y a un côté populiste. On se disait bon, il va emporter le suffrage populaire, ce qui était le cas, parce qu'il ouais, est débattable. Donc il a réussi en fait à se faire élire en 2016 et partant de là, ça a été une déferlante des médias qui a été très au-delà de tout ce qu'on avait pu connaître avant. C'est-à-dire que je me souviens notamment de la façon dont les médias dépeignaient Bush comme un espèce d'imbécile un peu naïf, alors qu'en fait, bon, c'est quand même loin d'être un imbécile et il est loin d'être naïf. Mais c'était, je dirais, de bonne guerre. Arrivé Trump, les médias se sont littéralement déchaînés dans des proportions qui n'ont jamais été vues avant. Donc la question se posait, c'est pourquoi. Et en fait, on se rend compte progressivement qu'il y a une vraie bataille entre euh, Trump d'un côté et l'établissement, qu'il soit républicain ou démocrate de l'autre. C'est-à-dire que on se rend compte que Trump n'a pas été à proprement parler été élu comme républicain, mais surtout comme un candidat euh, Populaire. très populaire et très, j'ai pas envie de dire anti-système parce que c'est pas tout à fait le cas, mais plutôt anti-establishment. C'est-à-dire qu'il Mhm. n'est pas du tout, il est, Anti-Washington. voilà, plus ça, voilà, c'est ça. Donc c'est ce que lui il a appelé le deep state. Hein, bon. Ouais. Au fur et à mesure, on se rend compte d'ailleurs qu'il n'avait pas tort dans la mesure où on se rend compte qu'il y a un certain nombre de collusions qui existent, qui sont très profondes, de collusions entre les médias, bon, c'est Big Tech, Big Pharma, Big Data, Banque. les banques et puis les médias. Donc tout ça, il y a une forte collusion. Tous ces gens se tiennent un peu par la barbichette parce qu'on comprend bien qu'il y a des corruptions dans tous les sens, ce qui fait que quand les uns tiennent les autres, c'est parce que les uns et les autres savent qu'il y a des affaires louches derrière, des affaires plus ou moins graves de tout type, de mœurs, des affaires d'argent, L'affaire des affaires. Epstein. Voilà, l'exemple type, c'est l'affaire Einstein, qui effectivement en fait permet de lever un lièvre énorme et permet de comprendre que une énorme quantité des élites américaines sont mouillées de façon ou d'une autre enfin, ils sont compromis de façon plus ou moins importante. Et Il y avait donc, les photos de Bill Gates, de Bill Clinton, de voilà. oui, voilà. Et donc, on sait que derrière, si c'est possible, si ces gens-là sont mouillés dans ce genre de choses, eh bien, il est possible d'influer sur la politique, de leur faire dire ou faire des choses dans un certain sens. Alors qu'en plus, ces choses-là leur soient elles-mêmes favorables, c'est pratique parce que comme ça, ils ne s'opposent pas vraiment à la mise en place de telle ou telle Mhm. politique, par exemple. Bien sûr. Donc, donc on sent il y a vraiment un ensemble qui est complètement constitué. Et donc, on sent que Trump n'avait pas à batailler contre les démocrates, mais il avait à batailler contre tous ces blocs-là. C'est-à-dire une partie enfin, tous les démocrates, une partie des républicains eux-mêmes qui étaient contre Trump et qui l'ont clairement indiqué, les fameux Never Trumpers. Et puis, il y a aussi toute une partie des médias, une énorme partie des médias, des réseaux sociaux, etc., etc. On a découvert avec le rachat de Musk, le rachat de Twitter par Musk, on a découvert Mhm. que la corruption était profonde puisque les agences de renseignement, donc la CIA, le FBI, participaient directement, le CIA plutôt Facebook, le FBI plutôt Twitter, et participaient activement à soit empêcher certains types de discours, soit manipuler l'opinion publique en faisant croire un certain nombre de choses.
Les médias, c'est pareil, se coordonnent dans les messages qu'ils entendent faire passer, dans les messages qu'ils entendent supprimer. Donc, l'exemple type, en 2020, c'est le fameux portable de Hunter Biden, qui a été présenté comme une désinformation russe. Maintenant, on sait que c'était les portables légitimes de Biden, que du fils Biden, que l'ensemble des choses qui sont dedans sont effectivement correctes. Il y a largement de quoi faire inculper le père et le fils plusieurs fois, plusieurs dizaines de fois même. Tout ça, ce sont des choses qui permettent de comprendre que, en fait, Trump s'est retrouvé. Trump était peut-être quelqu'un d'agaçant, il est peut-être irritant, sa façon de tenir des discours, de parler. Ok, d'accord, c'est une question de personnage, mais au-delà de ça, sur l'aspect politique, on comprend qu'il s'était retrouvé à faire une bataille contre ce qu'il appelle le Deep State, et que cette bataille est une bataille absolument épique, puisqu'il y a vraiment toutes les strates de la société, toutes les strates du business et de la politique qui sont contre Trump. En 2020, la façon dont les élections se sont produites montre qu'il y a eu clairement des malversations. Il y a plein d'éléments qui permettent d'affirmer de façon assez positive que les élections ont été non seulement truquées, mais qu'elles ont bien été normalement remportées par Trump et que donc Biden occupe une place illégitime. Et l'intérêt du dossier, c'est pas tellement de revenir là-dessus, c'est de montrer que les prochains mois vont être particulièrement intéressants parce qu'il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Les dossiers qui ont été retenus contre Trump sont très majoritairement vides et ont été montés de façon c'est circonstanciel, il n'y a pas de preuves, donc il va y avoir des batailles homériques et ça va être très intéressant parce que les médias ne vont pas pouvoir passer à côté, et de l'autre côté, il est évident que Trump va s'en servir comme tribune pour présenter un certain nombre de choses qui n'ont pas été présentées jusqu'alors ou qui, quand elles ont été présentées, ont été cachées par les médias. Donc là, ils ne vont pas pouvoir les cacher parce qu'il y a, Puis chaque fois il y qu'il a est des mis en victime, il obligations. gagne des points. Voilà, c'est ça. Donc, ils se retrouvent les médias notamment se retrouvent dans une position difficile, les politiciens se retrouvent dans une position difficile où ils ne peuvent pas utiliser les procès qu'ils ont mis en place pour en faire de la publicité, sinon ça va favoriser Trump. Et d'un autre côté, ils ne peuvent pas ne pas en faire de publicité parce que ils ont tout fait pour obtenir ces procès. Et donc, ils sont perdants-perdants. Donc, j'attends de voir comment ça va se passer. Il y a l'état mental de Biden qui laisse de plus en plus supposer que celui-ci sera remplacé très vite. Puis, c'est une bonne question. Le dossier propose quelques noms. Pour la faire courte, je pense que Michelle Obama est largement pressentie. Savoir si ça se concrétisera, bon, ça on n'en sait rien, mais disons que c'est un nom qui ne sort pas du chapeau. Enfin, il y a une vraie raison à ça. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Comment est-ce que les élections 2024 pourraient avoir lieu, sachant qu'en plus, le contexte, que ce soit un contexte international ou même interne aux États-Unis, est particulièrement explosif. Ah bah là, Pas en ce moment, il y a de la double grenade, hein. C'est-à-dire que non seulement ça pète à l'international, j'ai l'impression que tous les mois, il y a une crise internationale qui concerne plus ou moins les Oui, États-Unis, et en plus, oui. à l'interne, tous les mois, il y a un drame ou une affaire. Oui, il y a un côté multiplication volontaire justement de ces drames, de ce côté explosif, de telle façon à tenir les gens occupés et ne pas s'occuper justement des choses Profonde. du fond, voilà, des choses profondes qui sont effectivement les mouvements de société importants. Il est absolument clair qu'il y a des mouvements de société qui sont déjà visibles, qui montrent que pour que Trump ait un soutien populaire à ce point élevé, il a même un soutien populaire maintenant auprès, on parlait des Noirs et des Hispaniques américains, alors que traditionnellement, un républicain a très peu de... Là, il commence à gagner des points aussi auprès de ces populations, et même des démocrates sont prêts à admettre que Trump est poursuivi injustement, ou que ça va bien au-delà de ce à quoi on pourrait s'attendre. Et on ne parle pas de 1 ou 2%, hein, on parle de 10, 20, 30%, je retrouve les différents... Mais il y a un vrai changement d'opinion, et ce vrai changement d'opinion, il est très difficile à déceler si on s'en tient aux médias généraux, aux médias mainstream, parce que ils n'en font pas du tout mention, et ils se concentrent justement sur quand c'est pas une crise à l'international, ça va être une tuerie de masse aux États-Unis, ça va être
des points de détail qui vont être montés en épingle, etc., etc. Les affaires woke, Euh, etc. voilà, exactement. Là, on va monter ça, on va faire des bulles avec ça va être très intéressant. Et donc, les mouvements de foule d'opinion, eux, sont très peu relayés et on a vraiment une impression qu'il y a une bataille, il y a une bataille pour le temps de cerveau. Donc, on parle beaucoup de guerre de cinquième génération, c'est-à-dire une guerre dans laquelle il ne s'agit pas de tuer les gens, il s'agit de faire en sorte qu'on manipule leurs impressions, on manipule leurs ressentis, on manipule leur cerveau. Une guerre cognitive. Une des façons, guerre cognitive, une des façons, c'est diviser pour mieux régner, n'a jamais été aussi valable, c'est de multiplier les sujets pour être certain que les gens ne pourront pas parler la même langue. Donc, on va faire en sorte que les gens soient très pour ou très contre dans les sujets. Et ça, les médias, de ce point de vue-là, sont extrêmement efficaces. Donc, on va se retrouver, je ne vais pas rentrer dans l'ensemble, mais voilà, tout le monde comprend, hein, vax, anti-vax, c'est l'exemple type, mais pro-Ukraine, pro-Russie, voilà, on va essayer de faire en sorte que les gens soient absolument les uns contre les autres, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de demi-mesure. Pro-Palestine, pro-Israël. Voilà. Peut pas y avoir une position modérée, enfin même sans être modérée, mais disons équilibrée, qui consiste à dire ok, bon, c'est beaucoup plus nuancé, c'est compliqué, on peut pas trancher comme ça. Il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on fait pas, il y a des choses qui se font, qui sont logiques. Ça, c'est pas possible. Il faut être pour ou contre. Et si t'es pas pour, c'est forcément que tu es contre, et il n'y a pas de demi-mesure. Et ça, c'est en fait une méthode psychologique qui est particulièrement efficace parce qu'à force de multiplier les divisions, on se retrouve avec des gens qui sont de plus en plus atomisés. Et des groupes qui sont de plus en plus petits, des gens qui sont de plus en plus atomisés, ce sont des gens qui, essentiellement, sont beaucoup plus faciles à impressionner. C'est beaucoup plus facile de faire en sorte que ces gens aient peur et donc ils sont manipulables par la peur. Une des conséquences directes du confinement, par exemple, ça a été de faire en sorte que les gens se retrouvent seuls ou en famille, dans des tout petits noyaux, qu'ils n'aient plus de contact les uns avec les autres. Et là, la peur est au maximum, parce que les gens n'ont plus qu'un seul canal d'information, enfin qu'un groupe limité d'informations. C'est difficile de se tenir au courant, et comme les gens ont besoin de ce rapport social, l'humain est un animal social avant tout. Si vous coupez ça, vous vous retrouvez avec des atomes, des gens qui sont complètement manipulables, d'autant si vous arrivez avec une solution toute faite. En disant, voilà, je vous apporte une solution, et vous allez voir, ça va aller mieux après. Je vous apporte la sécurité, je vous apporte une réponse à vos problèmes. Le vaccin. À ce moment-là, le vaccin, c'est l'exemple type, mais c'est vrai pour tout. J'ai une solution toute faite, qui est pré-emballée, mais il n'y a plus qu'à digérer. Et comme de toute façon, vous êtes tout seul parce que les gens ne pensent pas comme vous, parce que en fait, vous êtes isolé, et vos options, vous êtes fragile, vos options sont extrêmement limitées. Donc ça marche très bien. C'est-à-dire que quand on voit actuellement, on se retrouve avec des gens qui... enfin, ça devient ingérable parce que tu es pro-Palestine, pro-Ukraine ou anti-vax, c'est absurde. Et donc, c'est impossible de tenir des discours nuancés. Donc ça marche. Et donc, pour revenir à Trump... Oui, pour finir avec ce sujet, voilà. La question qui demeure, c'est qu'est-ce qui pourrait bien se passer pour que justement ces élections qui semblent actuellement en passe d'être gagnées pour Trump, au moins si on s'en tient au sondage actuellement, c'est peut-être pas gagné, mais enfin disons que c'est bien, ça se profite bien pour Trump. Est-ce qu'il peut se présenter ? Techniquement, là pour l'instant, rien ne l'empêche. Hein. Oui, non, mais c'est la question qui va être posée durant l'année 2024. Parce que limite, il n'a pas besoin de faire candidature, mais est-ce qu'il va pouvoir le faire ? Est-ce qu'ils vont le laisser ? Je ne sais pas, mais disons que c'est un déroulement intéressant. Et donc, il y a une autre théorie, c'est qu'en réalité, tout ça, c'est du spectacle. Et c'est ce que développe le dossier. Donc ça, c'est l'intérêt justement des dossiers qui cherchent à regarder les points de vue contrariants. Donc la théorie, c'est une théorie complotiste, hein, au sens propre du terme. C'est-à-dire, on met en place une théorie comme quoi il y aurait eu un complot, ou du moins qu'il y aurait des choses qui ne sont pas expliquées. Comme quoi, donc, actuellement, le gouvernement américain serait sous une forme dite de dévolution, c'est-à-dire que les principes généraux, ce serait que l'armée aurait repris une partie du contrôle, que Biden n'aurait qu'un contrôle limité sur une partie de l'administration et seulement une partie, etc. Bon, c'est décrit dans le dossier. Il y a des éléments. Alors, ce qui est intéressant dans le dossier, c'est justement les éléments qui permettent de comprendre, qui permettent d'accréditer cette thèse. Moi, je ne tranche pas, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est absolument vrai ou absolument faux. Ce que je dis, c'est que c'est intéressant d'avoir ce point de vue parce que ça permet d'éclairer ce qui se passe actuellement sous une autre lumière. Et pourquoi pas ? Et puis de se demander, et se dire, et si c'était possible, qu'est-ce que ça impliquerait ?
C'est toujours intéressant parce que ça, il ne faut pas perdre de vue que, sachant que les États nous mentent toujours et tout le temps, que ceci donc ne peut pas être écarté précisément parce que comme les États nous mentent tout le temps et toujours, eh bien, il pourrait y avoir ce genre de complot-là aussi. Euh, c'est vrai pour tout le reste, en fait. Donc, je pense intellectuellement, c'est très stimulant de se poser ce genre de questions. Donc, voilà. Un peu ce que je développe dans ce dossier. Donc, je vous encourage d'ailleurs à aller le lire. Oui, bah justement, on va finir avec cette dernière question. Quels sont les prochains sujets, les prochaines thématiques sur lesquelles vous avez envie de travailler en cette fin d'année et en début d'année prochaine? Sur quoi vous allez, au-delà des billets d'actualité, hein, quels sont les dossiers sur lesquels vous allez travailler et publier des choses pour un peu donner un peu une perspective d'avenir pour les auditeurs et les lecteurs? Il y a quelques éléments. Je pensais faire une rétrospective complète sur Tesla. Je parle du chercheur, Nicolas de Tesla, ouais. l'inventeur, Nikola Tesla, qui à mon avis très intéressant parce que ça ouvre aussi des perspectives intéressantes sur des éléments qu'il a découverts. Et puis c'est intéressant parce que ça permet de le lier notamment à la voiture électrique et donc de revenir sur ces problématiques, d'exposer un petit Mhm. peu quelles seraient les solutions pour résoudre par exemple les problèmes énergétiques et notamment les problèmes de stockage. Comment est-ce qu'on fait pour stocker l'électricité? Bon. Euh, il y a peut-être un dossier sur le nucléaire, mais cette fois-ci sur les nouveaux types de nucléaire, les petits engins, les nouveaux types de développement. Je suis en train de préparer un dossier sur le champ magnétique terrestre. Euh, on en parle très peu, mais c'est très intéressant parce que, en fait, on parle beaucoup du réchauffement climatique, mais le principal élément qui joue sur le climat terrestre, c'est le Soleil. Or, le Soleil subit des cycles. Ces cycles ont une influence importante sur le climat, sur la façon dont la Terre se comporte, et on n'en parle pas suffisamment. Et j'ai trouvé un certain nombre de choses intéressantes sur par exemple, ce qu'on appelle les excursions géomagnétiques, c'est-à-dire le Mhm. déplacement des pôles magnétiques, et sur ce que ça peut entraîner. Donc, il y a des éléments intéressants à faire connaître à mes lecteurs. Mais il y a plein de choses. Il y a, il y a peut-être aussi des billets plus euh, liés à la finance personnelle. Mhm. J'ai écrit un billet pour, bon, compte tenu de l'inflation actuelle, compte tenu du marché immobilier actuel qui est particulièrement tendu, quelles sont les alternatives? Alors, je propose des alternatives. Bon, il n'y a pas que de l'or et de l'argent, par exemple. Voilà. J'ai trouvé des choses intéressantes en matière d'art. Il y a des sociétés qui proposent, par exemple, de devenir copropriétaire d'œuvres d'art, genre des œuvres très connues, hein, qui sont évidemment qui coûtent très très cher, mais de devenir copropriétaire de ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est un élément intéressant pour constituer un patrimoine, par exemple. Il y a plein de choses, hein. Enfin bon, il y a plein d'autres sujets, il y a plein d'autres éléments. Donc, bon. Et si je m'abuse, il me semble que tout est retrouvable, que ce soit les offres d'abonnement pour le 10e homme, vos publications livrées et billets, tout est retrouvable sur votre site, hein. Oui, tout à fait, oui, sur hcsfree.com. D'accord. Euh, donc ceux qui veulent peuvent aller voir les billets qui sont gratuits. Exactement. Et Les billets gratuits, c'est toujours oui, très intéressant en termes d'actualité. Dans le train ou dans le métro ou le matin, ou alors en rentrant, un petit billet d'H16 de temps en temps, c'est toujours très intéressant pour avoir un autre point de vue sur certaines thématiques et peut-être certaines thématiques dont on ne parle pas assez. H16, merci beaucoup d'être passé au Cercle Aristote. mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Et ben, vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Et puis bonne chance pour la suite. On se réjouit de lire vos prochains livres et vos prochains billets. Merci beaucoup. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.